Oh, j'ai lu un truc, The Greatest Showman, c'est tiré d'une histoire vraie. Rassure-moi, je suis pas le seul à avoir bougé mon petit popotin sur les musiques de The Greatest Showman. Parce que niveau comédie musicale avec strass et paillettes, c'était quand même vachement bien. Ah, et Zac Efron, ça me rappelle les grandes heures d'High School Musical. Troy, toujours dans mon cœur. Mais pour en revenir à The Greatest Showman, le film nous raconte la vie de Phineas Barnum, qui est le fils d'un modeste tailleur au 19e siècle qui, après avoir perdu son emploi dans la marine marchande, va se lancer dans une toute autre activité qui est la création d'un musée de l'étrange. Et bien sûr, il compte sur le voyeurisme et la culture de l'étrange pour attirer les spectateurs, et se faire un max de pépettes. Pour cela, il engage des personnes atteintes de particularités physiques et il récupère des spécimens uniques au monde, dans le but de créer un spectacle qui se veut incroyable. Et Barnum fait fructifier son affaire jusqu'à devenir l'un des entrepreneurs les plus influents des États-Unis. Influenceur. Et pour son film, Michael Gracey s'est inspiré de la véritable histoire de Phineas Taylor Barnum, personnage aussi connu sous le petit sobriquet, le prince des charlatans. C'est tout de suite moins sympathique. Phineas Taylor Barnum est né en 1810 dans une petite famille d'agriculteurs, donc il a passé beaucoup plus de temps à aider ses parents à la ferme qu'à jouer au ballon avec ses copains. Mais une fois qu'il a l'âge de quitter le domicile familial, direction New York, pour exercer plusieurs petits boulots comme brasseur, épicier, et jusqu'à devenir directeur d'un petit journal local. L'argent commence à rentrer, donc Barnum se dit que ça serait quand même vachement intéressant d'investir dans plusieurs petits commerces. Plus de pépettes. Mais c'est en 1835 que sa carrière va faire véritablement un bond en avant. Pour ceux qui ont fait le calcul, il a 25 ans. Barnum fait l'acquisition de Joyce Heath, qui est une esclave handicapée et aveugle pour $1000. On est au 19e siècle, c'est encore normal d'acheter des gens. Et pour rentabiliser son achat, Barnum la présente comme étant l'ancienne nourrice de George Washington. Et donc elle passait son temps à raconter sa vie auprès de l'ancien président. Du coup, Barnum dit qu'elle avait 161 ans. Gros mytho, elle en avait 80. Juste après, il fait l'acquisition d'un autre esclave qui est un chanteur afro-américain qui a réussi à s'enfuir. Bravo monsieur. Résultat, parce qu'il y avait quand même un spectacle à assurer, Barnum a décidé de se maquiller et d'aller sur scène pour chanter devant le public. Parce qu'il voulait pas rembourser les tickets. Radin avec ça, ouais. Bon, résultat, ça c'était quand même un gros échec. Puis vient son idée la plus concrète qui est de racheter un musée pour y présenter des curiosités du monde. Comme par exemple le général Tom Pouce, les sirènes des îles Fidji, des géants, et il fait même une tournée à travers toutes les États-Unis avec la chanteuse d'opéra Jenny Lind. Parce qu'apparemment elle aurait une voix d'ange. Puis c'est dans les années 1870 que P.T. Barnum a créé le spectacle The Greatest Show on Earth et a fait évoluer le concept de cirque. Alors il a apporté le concept des 3 pistes, le voyage en train et des spectacles complètement démesurés pour l'époque. Il s'est associé à son ancien rival James Anthony Bailey et ensemble ils ont monté le plus grand cirque du monde dont la dernière représentation s'est déroulée le 21 mai 2017. À ce niveau-là, on parle d'un empire. Le petit problème, parce qu'il y en a un, c'est que P.T. Barnum, c'est pas Joe le rigolo. Il a popularisé l'image du bon sauvage pour se faire du fric et il a arnaqué des milliers de personnes pendant des années. Et donc quand le film est sorti, il a été boycotté par beaucoup de gens. Mais on va voir que c'est un film qui mérite plutôt la mention très largement inspirée d'une histoire vraie. Et on va s'intéresser aux éléments qui ont été récupérés. Et on va surtout se concentrer sur les personnages. Et pour jouer sur la corde sensible du inspiré d'une histoire vraie, mais pas trop, le film mélange des personnages qui ont réellement existé, d'autres qui ont été adaptés, et enfin d'autres personnages qui n'ont jamais croisé la route de P.T. Barnum. Alors pour ceux qui ont existé, on a le général Tom Pouce, les frères siamois, Jenny Lind et quelques autres attractions du cirque de Barnum. Alors ces personnages sont là pour ancrer le film dans le réel, histoire que les spectateurs se disent « Ah ouais, chaud patate quand même ». À côté, on a les personnages adaptés, qui sont inspirés de personnes historiques mais en différent, histoire de faciliter la compréhension. Et c'est notamment le cas de Letty Lutz, qui est incroyablement joué par Keila Settle, qui est inspiré à la fois de Joséphine Clofoulia et Annie Jones, qui sont 2 femmes à barbe qui ont travaillé avec Barnum. Là, on en a qu'une, c'est suffisant, on n'a pas besoin de s'emmerder avec une deuxième. Et à côté, on a les personnages de fiction comme Philip Carlyle qui est joué par Zac Efron, Kirker, même si on pourrait dire qu'il est une sorte de James Bailey en tant que successeur et associé de Barnum. Mais ces personnages, qu'ils soient réels, de fiction ou mes couilles, n'ont qu'un seul but, dépeindre l'ambiance générale et hétéroclite de la troupe. Mais ce ne sont que des personnages secondaires qui sont là pour dépeindre une toile de fond et parler de la condition des freaks, se servir le love interest,
ou relier le film au contexte de l'époque. Donc le goût pour le macabre, l'indifférence, la violence, le film est là pour nous montrer un 19e siècle cruel. Et raconter cette histoire sous forme de comédie musicale, c'est opposer deux mondes. D'un côté, la cruauté de la société, et de l'autre, le monde merveilleux du cirque. Le cirque, qui apparaît d'ailleurs comme un échappatoire pour les opprimés. C'est un petit peu l'aspect moderne du film, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Mais qui dirige cette troupe? Qui est le gars qui a le cœur sur la main et qui se rend compte, à la fin du film, que cette troupe, eh bien c'est aussi sa famille, Phineas Taylor Barnum. Et pour le coup, ouais, on est quand même assez loin du personnage historique. Concrètement, son histoire va servir de base pour le contexte. Mais on remarque quand même quelques petites ressemblances, avec par exemple le profil d'entrepreneur qui a eu plusieurs métiers. Ensuite, on peut voir que Letty Lutz offre un chapeau haut de forme sur lequel on peut lire Prince of Humbug, donc Prince des charlatans. Mais on peut remarquer qu'une couronne a été ajoutée. En effet, Barnum est d'abord le véritable prince de ce petit monde merveilleux, mais cette référence est aussi largement teintée d'ironie, pour se moquer du véritable personnage. Être le prince des charlatans, c'est finalement être le prince du vide, du néant, faisant surtout de lui le bouffon qui amuse la galerie. Et enfin, on retrouve son incroyable talent pour la communication avec une campagne de publicité sur des bouteilles de lait. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien mon fils, c'est Barnum qui a de nouveaux monstres à nous montrer. Enfile ta redingote, on va aller s'esclaffer en se moquant d'eux. Mais bon, tout ça, ça fait plutôt office de petit clin d'œil pour ceux qui s'intéressent à la véritable histoire de Barnum. Le Barnum du film n'est pas le Barnum de la réalité. Tout comme le Iron Man du MCU n'est pas le Iron Man des comics. Mais là, ça gêne beaucoup moins de monde. En même temps, lui, c'est uniquement un personnage de fiction et Robert Downey Jr. Mais concrètement, si on enlève toutes les références à P.T. Barnum et qu'on raconte la même histoire, on a grosso merdo le même film. Mais il y en a qui auraient quand même gueulé en disant qu'on nous cache la vérité. Donc au lieu de se faire accuser de je ne sais quoi, autant porter ses balls. Et du coup, je trouve ça ultra couillu de prendre un personnage controversé pour en faire une comédie musicale. C'est un peu comme si on prenait Hitler pour le mettre dans un conte pour enfants. Après, faut pas oublier le contexte, The Greatest Showman est sorti à une époque où les comédies musicales revenaient un petit peu en force au cinéma, et surtout, on a eu La La Land qui a eu un succès phénoménal. Et moi, j'adore La La Land. Et de toute façon, même si Barnum était un gros connard au 21e siècle, eh bien à son époque, c'était un petit peu plus banalisé. Ce qui nous intéresse, c'est le destin qui l'entoure, pour en faire un film qui se veut impressionnant, qui vous fout une bonne mandale. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il fait un petit peu avec la toute première musique. Et ensuite, il se sert du freak show, du destin de Barnum et de la relation entre Zendaya et Zac Efron, toujours cœur, pour faire passer des messages. Chaque chanson est là pour raconter quelque chose. Il faut accepter l'autre. On est heureux tant qu'on est ensemble. Ouais, j'ai des poils sous le menton et je fais 1m40. Et alors? Ou encore, non, je te donne 10% de la recette. Bon, après négociation, ça sera 40. Bon, concrètement, The Other Side est ma chanson préférée. Voilà. Mais je vais aller un petit peu plus loin. Je vous ai dit précédemment que le film était plutôt moderne. C'est parce qu'il nous parle aussi de notre époque. Bon, comme beaucoup d'œuvres en fait. Avec les réseaux sociaux, les informations, avec la culture de l'apparence qu'on a à la télévision, dans les publicités, on est quand même dans une période où on a du mal à accepter les autres tels qu'ils sont. Alors que même McDonald's nous dit de venir comme on est. Bref, on est dans une époque où on isole les gens qui ne nous ressemblent pas et c'est pas beau. Et c'est de ça dont parle le film. The Greatest Showman ne fait pas l'apologie du personnage de Barnum, et encore moins de sa méthode. Il nous pose un contexte où il y a un problème par rapport à notre vision de l'être humain, et il tente de nous faire comprendre des choses. C'est pas beau de rejeter les autres, ou encore je suis trop gros, trop mince, pas assez musclé, trop moche par rapport à tes standards. Et alors, ça change quoi à ta vie ? Vilaine personne. Donc boycotter The Greatest Showman à cause du personnage de Barnum, c'est passer à côté de l'objectif du film. Et même concrètement, si on veut aller plus loin, la question n'est même pas de se demander s'il faut séparer le personnage de fiction du personnage historique. Ça n'a rien à voir. Dans ce contexte-là. Et même du côté purement cinématographique, le film nous pose la question de l'adaptation. Comment est-ce qu'on peut adapter une histoire vraie ? Coller le plus possible les faits, on a des biopics, des drames historiques, comme La Dame de Fer par exemple. Partir complètement sur une autre histoire et piocher des petits éléments uniquement pour s'inspirer, comme dans Split et plein d'autres films. Et enfin, on a le format un petit peu bâtard entre les deux avec The Greatest Showman. On s'empare d'éléments historiques, mais on les détourne. Et finalement, on apporte un regard différent. Soit pour parler d'autre chose, soit pour s'en moquer. Dans le même style, on peut citer Jojo Rabbit, de Taika Waititi, qui parle du nazisme, mais qui s'en moque allègrement. Mais ça, c'est une autre histoire.